Un téléspectateur nous a envoyé dernièrement ce message en forme de slogan avec Macron, la France bâillonnée, avec TV Liberté, la France libérée. Et il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. La crise sanitaire a entraîné d'incroyables restrictions. Provisoirement, les Français ont accepté de limiter leurs déplacements, comme dans le roman 1984 de George Orwell, de présenter des autorisations, d'être fichés en attendant d'être munis de puces électroniques. Covid-19 oblige, nous dit-on. Peut-on le croire quand dans le même temps, scandaleusement, le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a voulu imposer une information officielle validée par le gouvernement, des infos choisies par les amis de M. Macron dans la presse appartenant aux amis de M. Macron. Dans le même temps toujours, la première loi votée après le déconfinement est la loi Avia, une loi liberticide qui, pour combattre des propos haineux sur les réseaux sociaux, fait la chasse aux opposants au gouvernement. Le pouvoir veut faire taire sa vraie opposition par tous les moyens, régner en muselant l'adversaire. Enfin, dans le même temps encore, sur ordre de M. Macron, les réseaux sociaux renforcent férocement la censure. Dorénavant, à la demande de Facebook, des journalistes de quotidiens extrémistes et controversés comme Le Monde ou Libération sont payés pour juger, dénoncer, mettre à l'index les informations révélées par la presse alternative. C'est ainsi que TV Liberté doit faire face à une petite armée stipendiée de Fouquier-Tinville, régner en tuant l'adversaire. Mais c'est simple. On ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. Aucun flicage, aucune répression, aucune violence ne viendra à bout de l'esprit français, à ce caractère gaulois et rebelle qui constitue malgré tout le bel et vieux fond français. TV Liberté a surmonté la censure qui se voulait mortelle de Google YouTube. La chaîne progresse en multipliant ses téléspectateurs et ses abonnés malgré le travail des algorithmes pour ne pas référencer les programmes proposés, malgré le lourd silence médiatique autour de son existence même. Qu'importe, TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence, la date fatidique, je ne vous cache rien, est le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. La rentrée que la crise du Covid-19 va bouleverser, va offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Soros, Attali, Gates, Zuckerberg et consorts ont leur plan pour accélérer la mondialisation et l'uniformisation du monde. Nous avons aussi notre plan pour le monde à venir. Nous devons réussir et ils doivent échouer. Alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant.
Il a été le Grand Prix de la rédaction de TV Liberté, c'était en 2020. Il dirige le groupe de presse Sud Radio et Lyon Capitale. Bonjour Didier Maistot. Bonjour Monsieur Bill. Merci de venir pour ce nouveau livre intitulé Passagers clandestins aux éditions Au Diable Vauvert. Témoignages, règlements de compte, révélations édifiantes d'ailleurs, scandales, vous n'y allez pas de main morte. Est-ce que c'est pas finalement cet ouvrage, votre acte officiel de rupture avec le petit monde politique et médiatique dont vous êtes issu, que vous avez fréquenté? Disons que c'est au départ un long cheminement, une prise de conscience politique du pays dans lequel nous vivons, nous évoluons, avec une classe médiatico-politique, hein, puisque l'une est le sous-produit de l'autre. C'est un monde tout à fait similaire et j'allais dire consanguin. Et donc cette prise de conscience, ça a été un long cheminement qui effectivement, à l'occasion d'un certain nombre de manifestations populaires, évidemment les Gilets jaunes et à leur suite un certain nombre de personnes qui ont manifesté dans la rue et qu'aujourd'hui on a acclamé durant le confinement, hein, les premiers de tranchées, les premiers de corvées. On a utilisé comme ça un certain nombre d'expressions pour leur rendre hommage, dans une espèce de catharsis un peu théâtrale. Cette prise de conscience m'a conduit effectivement à acter une incompatibilité, je ne sais pas si elle sera durable, mais entre les représentants et les représentés. Cette démocratie représentative qu'on nous vante, cette social-démocratie qui n'en finit pas d'agoniser, qu'on nous vante dans les médias mainstream, qui ne sont que la caisse de résonance en fait de cette social-démocratie, n'est plus du tout représentative. Et on l'a vu dans la rue, les citoyens aspirent à une démocratie beaucoup plus directe, beaucoup plus participative. Et donc oui, puisque j'ai eu l'occasion, la chance de vivre un certain nombre de vies, d'expériences, à la fois dans le monde médiatique et politique, j'ai souhaité apporter un témoignage avec des faits établis et pas simplement des opinions, pour démontrer à quel point les citoyens étaient dans le vrai et à quel point il y avait presque, j'allais dire, c'est diamétralement opposé. Souvent, les journalistes et les hommes politiques ne sont pas tous pourris, hein, ils sont de bonne foi. Mais le monde dans lequel nous vivons leur échappe d'une manière un peu inexorable. Et donc, cette pression, ce sentiment qu'a le peuple, j'ai essayé modestement de l'objectiver en apportant un certain nombre de faits. Et moi, je vais essayer de mieux vous connaître à travers cet ouvrage, parce que vous donnez beaucoup d'informations sur vous, sur votre naissance, votre milieu de naissance, beaucoup de choses. Alors, on va y revenir. Mais avant, il y a une date clé quand même un peu dans cet ouvrage, c'est le 14 décembre 2018. Là, vous êtes à un rond-point dans le Perche, il y a des gilets jaunes. Là, vous ouvrez votre fenêtre et vous dites « Tenez bon les gars, faut pas lâcher ». Et je me suis dit, est-ce que c'est l'aboutissement de votre réflexion que vous évoquez en disant « Moi, j'ai une réflexion intellectuelle qui m'a amené à cela » ou est-ce que c'est quelque chose de plus tripal, si vous me permettez le terme, qui est, eh bien finalement, quand je vois ces gilets jaunes, je me reconnais, moi, issu d'un milieu populaire, petit Toulonnais, regardant de mon appartement les trains passés qui arrivaient à la gare, avec le bruit incessant que cela représentait, eh bien, cette France qu'on ne respecte pas, cette France qu'on appelle périphérique, mais cette France qu'on a humiliée, finalement, je m'identifie à elle. Oui, tripal, c'est un bon adjectif. Je me suis surpris moi-même en baissant la vitre. Je ne sais pas d'où venait cette voix, sans doute du tréfonds de moi-même, en disant tenez bon les gars, faut pas lâcher. Et je me suis même surpris, donc je me suis arrêté. Et puis, vous savez, les choses sont très imbriquées. On est le fruit de notre histoire familiale, de nos lectures, quoi qu'on en dise, de notre milieu, de notre classe sociale. Et effectivement, quand j'ai vu tous ces gens s'agglutiner dans les ronds-points, en fait, j'ai pas réfléchi. Je vais pas essayer d'avoir un discours savant en disant c'est l'expression de la France périphérique, etc. Évidemment qu'il y a ça. Mais j'ai pas réfléchi et je me suis dit il faut que j'aille vers eux pour essayer c'est mon milieu, oui, c'est mon milieu. Je suis issu d'un milieu laborieux, ouvrier, fruit d'une immigration italienne, complètement assimilé à la nation française, à un pays
que j'adore, qui est mon pays. Je ne peux pas concevoir d'en avoir d'autres. Et il me semble que c'est ce qu'expriment encore tous ces citoyens en disant « mais regardez-nous, quoi, regardez-nous, on travaille, on est invisible, on est méprisé, toujours des lendemains qui chantent, le nouveau monde, des concepts complètement creux. » Moi, ce que j'ai compris d'eux, hein, et c'est aussi ma famille, hein, c'est des gens qui triment très dur, et qui, année après année, voient leur pouvoir d'achat se réduire comme peau de chagrin. Ils vivent souvent dans des périphéries, dans des banlieues, dans cette France urbaine, ou dans cette France campagnarde, le long des nationales, endettés pour 25 ou 30 ans dans des pavillons qu'ils n'aiment pas, dans une fracture numérique, avec aucun horizon, avec une mondialisation qu'on nous a tous vendue comme étant le grand village global, heureuse. Les Chinois allaient travailler pour nous, on allait se reposer dans une Europe sereine qui ne ferait plus de guerre. Et on se rend compte qu'avec déjà l'euro, très rapidement, on a perdu, dès la première année, 30% de notre pouvoir d'achat. Il y a une étude qui vient de sortir hier d'ailleurs, pour voir un petit peu la valeur de l'euro par rapport à l'ancien Deutschmark et au franc. On voit là la disparité, il y a à peu près 50% d'écart. Une Europe qui n'a pas tenu ses promesses, puisqu'on a continué de délocaliser, on a perdu complètement notre tissu industriel. Ne reste en France que les gens qui ne peuvent pas partir, les commerçants, les artisans, les professions libérales, qu'on étrangle sans cesse. Et on a vu à l'occasion de cette crise sanitaire aussi à quel point toutes les professions dites libérales étaient fonctionnalisées sous le joug d'administration, d'agences régionales de santé notamment, ou des comités d'études, de hauts comités dans tous les sens, qui dit d'ailleurs le contraire de ce que dit son voisin. Et on voit là toute l'étendue de la catastrophe française et du millefeuille qui a produit finalement que de la misère et de la désolation. En vous écoutant, je me dis qu'il n'y a pas derrière le journaliste, le patron de presse, bien évidemment, mais aussi le journaliste. Et avec les Gilets jaunes, vous êtes comporté en journaliste en allant sur le terrain les rencontrer. On va revenir sur cette question-là. Mais je me dis en vous écoutant que ça se voit, vous avez fait de la politique que vous racontez. Et je vois bien dans votre discours qu'il y a cet aspect-là, un journaliste qui a fait aussi de la politique. Dans l'autre sens, c'est souvent plus souvent le cas. Hein. Mais dans ce rôle politique que vous avez eu, je trouve qu'il y a aussi encore une ambiguïté que j'ai appréciée dans le livre, c'est que d'un seul coup, il y a une grande implication physique comme tout le temps. Vous êtes un homme, on le voit bien, de conviction, il faut agir, il faut aller jusqu'au bout, pas lâcher l'affaire. Et puis, une certaine retenue intellectuelle, à un moment donné, vous dites, voilà, j'ai rejoint le RPR, mais finalement, je n'étais pas totalement de droite. Oui, non plus d'ailleurs, mais bon. Voilà, non, mais ce qui m'intéresse, ce sont essentiellement les idées. Bon, aujourd'hui, vous avez vu que ce que moi je défends depuis 92, parce que j'ai eu la chance de côtoyer un peu Philippe Séguin, c'est le souverainisme qui est mis à toutes les sauces. Donc pendant des années, on a défendu la capacité, finalement, qu'est-ce qu'un pays ? C'est un sentiment, bon bien sûr c'est des frontières, une armée, un système de santé, une justice, des services régaliens. Finalement il n'y a plus beaucoup d'États, on se rend compte déjà de cela. Mais un pays c'est aussi, quelque part pour moi, le lieu où doit s'exprimer une nation. C'est-à-dire ce sentiment un peu transcendant qu'on est unis par une communauté de destin, avec des valeurs, des us, des coutumes, une façon de vivre ensemble. Et on a la chance, en France, d'avoir une constitution qui permet justement de ne pas être dans l'atavisme, je dirais, l'hérédité ou le droit du sang, mais c'est aussi un peu un mix de droit du sang et de droit du sol. C'est d'abord unité, liberté, égalité, fraternité, et le préambule de notre constitution, normalement, le consacre, cela. Donc, moi, je me suis toujours battu pour ça, et en disant, finalement, en France, en plus, on a un territoire béni des dieux, au carrefour de l'Europe. Hein. On a un territoire magnifique, le deuxième territoire maritime du monde, des montagnes, des plaines, des villes, différents climats,
une industrie, un savoir-faire, des intellectuels, on a éclairé l'histoire, des écrivains. Donc il y a à la fois une identité qui tend à un certain universalisme, mais je pense qu'on a perdu notre identité, qu'on est en train de la perdre, elle est en train de s'émolier, elle est en train de se dissoudre dans ce grand maelstrom mondialiste. Et donc, pour aller vers les autres, il faut savoir qui on est. Vous êtes un homme de droite, là. Moi, je suis, de ce point de vue, ça ne me dérange pas d'ailleurs, parce que... Non, mais je pose la question, si vous voulez pas... Oui, cette idée-là, oui, de la nation, bien que je vois comme des gens comme Michel Onfray, par exemple. Moi, j'essaie de rassembler, j'ai toujours eu peut-être un fantasme, mais par exemple, à gauche, des gens comme Jean-Pierre Chevènement. À un moment, il y avait des convergences dans les années 90 qu'on évoquait, on se rencontrait avec les équipes de Philippe Séguin, de Jean-Pierre Chevènement. C'était un peu l'idée de ces républicains des deux rives, et au milieu coulait le fleuve de la nation. Bon. Voilà, donc j'ai essayé de ne jamais me dire, très vite, est-ce que je suis de gauche, de droite, parce que tout ça m'intéresse assez peu. Ce sont des clivages qui sont très peu signifiants aujourd'hui, qu'utilisent beaucoup le monde politique et les journalistes mainstream pour essayer toujours de vous mettre une étiquette sur le front. Néanmoins, vous avez travaillé pour le RPR, absolument. Actuellement UMP, puis les Républicains. Jamais pour le UMP, jamais pour les Républicains. C'était les RPR à l'époque. Hein. On fait un portrait. Je tiens à la différenciation, parce que dès lors que M. Juppé a fondu les idées défendues par le RPR avec le CDS, l'UDF, etc., on est devenu européiste, BA, et la ligne de Philippe Séguin, il s'en est fallu de peu, mais a été complètement abandonnée. Donc se dire aujourd'hui RPR et défendre l'Europe de Maastricht, pour moi c'est un non-sens absolu. Pourtant, vous êtes RPR, vous faites un portrait alors du monde politique absolument dévastateur. Et d'ailleurs, vous savez, les éditeurs se trompent jamais, parce que le bandeau qui accompagne le livre est toujours aussi important que le titre maintenant. Alors c'est marqué « Au cœur de la corruption politique et médiatique ». Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il n'y a, dans ce monde politique que vous fréquentez, aucune conviction qu'il n'y ait plus de défense du bien commun, il n'y a que de la corruption et de la défense d'intérêts particuliers. C'est malheureusement devenu cela. C'est pas nouveau. Mais vous avez souffert, alors dites-moi. C'est pas. Je vais pas resté longtemps dans le monde politique. J'ai fait 4 ans en tout et pour tout, parce que les ennemis sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est un peu la foire d'empoigne, la foire aux égaux, et il faut tuer dans le secret des alcôves celui qui peut vous faire de l'ombre. Donc moi, je pense que je ferai un piètre politicien. En revanche, la chose publique, la politique, la vie de la cité, au sens étymologique du terme, je rebondis sur ce que vous disiez au début de votre propos, oui, tout est politique. Évidemment, tout ce que l'on fait est politique, et je ne peux pas concevoir de ne pas m'engager pour les autres. C'est pas un engagement égotique pour faire une carrière politique. On m'a proposé plusieurs fois des postes, des places éligibles pour les européennes, et on m'a proposé, peu importe, beaucoup de places prestigieuses. Je suis pas là pour ça. Pour l'instant. Je suis non, et puis je pense que dans ce système-là, s'il n'y a pas si vous voulez, dans ce système tel qu'il est conçu aujourd'hui, il faut quand même être sacrément gonflé, si vous me passez l'expression, pour se présenter à une élection. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui, on fabrique. C'est la fabrique du consentement. Hein. On fabrique complètement. Regardez pour ce qui s'est passé pour M. Macron. Il y a un état profond qui est à l'œuvre, exprimé par M. Jouyet et d'autres, avec une presse qui est aux mains de quelques personnes, et soudain, roulement de tambour, vous avez tous les news magazines, tous les médias qui s'emballent pour un homme politique dont on nous dit qu'il est le nouveau Messie. Et l'ambition d'un homme politique aujourd'hui, c'est de se qualifier même de façon piètre pour être deuxième face à Marine Le Pen. Et pour eux, c'est le gage d'être élu. Mais moi, je ne souhaite sûrement pas participer à cette mascarade, tiens, comme dirait Agnès Buzyn, qui est revenue sur ses propos, voilà, puisque j'ai lu son article d'hier. Vous vous excusez pas. Tout était beau. Tout était beau, remarquable. Remarquable. Alors, dites-moi,
vous voulez rassembler, mais alors vous flinguez. C'est-à-dire, tout va. Et alors, il y en a un qui prend plus que les autres. Là, c'est Patrick Ollier, assez peu connu d'ailleurs du monde du grand public, mais un député de longue date et bien connu par son épouse plus que par lui. On a l'impression que le monde politique, alors, il est petit, tout petit. Et pas qu'à droite d'ailleurs. Oui, le monde politique, si vous voulez. Petit, bas. Bah oui, ce qui est un peu... Moi, ce que font les gens de leur vie privée, du moment que c'est entre adultes consentants, vous avez vu que je suis assez peu dans la pipolisation, ça m'intéresse pas du tout. Mais je constate quand même un hiatus, un cap, que dis-je, un cap, une péninsule, entre les recommandations, voire les injonctions qui sont faites au peuple et les comportements personnels d'un certain nombre d'élus. C'est vrai pour le financement, je raconte ça avec moult détails, alors que les différentes lois sur le financement de la vie politique avaient été votées et qu'on voulait laver plus blanc que blanc. Un certain nombre de députés, beaucoup de partis politiques, beaucoup de syndicats continuaient à être financés par un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. C'est vrai que quand vous êtes attaché parlementaire, vous allez chercher votre chèque, on vous demande d'aller le chercher chez Servier pour Chez Servier, payer. oui. Dans une association satellite. Je quitte à l'époque le Figaro. Je ne suis pas fils d'archevêque, donc je passe toutes les étapes pour être embauché assistant parlementaire, un poste que j'idéalisais, parce qu'à l'époque j'étais tout jeune, j'avais 25 ou 26 ans. Je voyais ça, c'était un peu le Graal de rentrer à l'Assemblée nationale. Donc au bout de la sélection, je suis pris, je dis voilà ce que je gagnais, je ne veux pas davantage. Le député me dit c'est ce que gagnait votre prédécesseur, c'est d'accord. Premier mois, je suis pas payé. Deuxième mois, je suis pas payé. Troisième mois, je suis pas payé. Et de guerre lasse, on me dit mais écoutez, allez voir Monsieur Untel à Neuilly et il vous expliquera. Et quand je suis arrivé à Neuilly, je suis tombé sur un docteur fort estimable et très sympathique qui me demandait, qui était un peu étonné que je ne sois pas mis au fait du financement de la vie politique. Et je rappelle que le financement, les lois sur le financement avaient été votées avec force et fracas. Et donc il m'a remis un chèque, une association satellite des laboratoires Servier, en me disant de ne pas le déclarer aux impôts, ce que je me suis empressé de faire, de le déclarer aux impôts. Et donc je me suis dit, bah, tiens, et donc là, assez vite, j'ai arrêté, j'ai changé de crèmerie, je voulais quitter le monde politique, et puis j'ai rebondi un petit peu, j'ai vécu l'aventure de la présidentielle avec Jacques Chirac, et en fait, j'ai fait un petit tour et puis s'en va, je dirais. Je crois que parce que votre grand amour, c'était Philippe Séguin. Oui, parce que Philippe Séguin, c'est un grand amour spirituel et intellectuel. Parce que l'homme était attachant, mais il n'était pas non plus un people. Il était assez difficile d'accès. Il pouvait être violent, ombrageux, je dirais. Violent, peut-être pas, mais oui, violent dans ses réactions, un peu soupolé. Il fallait essayer de pas récupérer le dossier qui vous lançait sur la... Voilà, c'est ça. Bon, moi, j'ai jamais travaillé directement dans son cabinet, mais bon, j'ai travaillé quand même assez longtemps avec lui. On avait créé un certain nombre de groupes autour de lui. Et je trouvais que cet homme-là, justement, il était un peu au-dessus des partis et symbolisait pour moi cet attachement à la nation française et puis sans doute son histoire familiale avec la Tunisie, ce qui est aussi le berceau de ma famille, m'avait sans doute séduit. Puis il avait une faconde, une plume, une manière de s'exprimer. C'est sans doute le dernier grand homme d'État français qui a eu un destin contrarié. On ne va pas refaire l'histoire avec sa petite hache ou sa grande hache, selon qu'on l'on lise Pérec ou pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, vous voyez, je me souviens de son discours à la tribune de l'Assemblée nationale en 1992. Il est cruellement d'actualité sur ce qu'il avait dénoncé, sur si on votait pour Maastricht, que deviendrait la France, les petits serviteurs de lobbies et de multinationales qui dépendent de la finance. Je conclus sur la politique. Vous dites, à un moment donné, je considère les politiciens professionnels comme autant de rouages essentiels d'une mécanique inutile. Est-ce que c'est sincère ce que vous dites, ou est-ce que c'est pas un peu démago en disant, bah, maintenant, comme je suis un peu gilet jaune, allons-y, je vais faire dans la démagogie, taper sur le politique, c'est gratuit, ça fait pas de mal et ça ne coûte rien. Bon, de toute façon, vous avez vu que les Français n'ont pas besoin de moi pour avoir ce sentiment. Si j'en juge par le baromètre
annuel publié par la Croix, où les hommes politiques et les journalistes sont sans cesse plus vilipendés et décriés. Non, mais c'est un fait tout à fait avéré que dans la société française, il y a un divorce profond entre les représentants, ou les dits représentants, et les représentés. Et malheureusement, c'est assez transversal. On le voit dans le monde syndical. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans les manifs aussi. J'ai vu beaucoup de syndicalistes de la base très critiques vis-à-vis de leur secrétaire général. Et donc, tout ça vient du financement de la vie publique. On a ça pour la presse, avec des aides d'État colossales, ce qui n'empêche pas les différents titres d'être en faillite, et y compris le diffuseur, les distributeurs comme Prestalis et les SAD, donc système qui n'est plus financé et qui, malgré les énormes financements qui implosent, faillite du monde syndical, puisque moins de 6% des salariés sont syndiqués, le monde patronal, j'en parle même pas, c'est infinitésimal. Et donc, on se rend compte qu'on a créé un monstre que ne nierait pas la grande époque soviétique, avec finalement beaucoup de fonctionnaires qui dysfonctionnent, une administration pléthorique, et là il faudrait vraiment dégraisser le mammouth, ou en tout cas, sans licencier les gens, c'est pas le propos, mais les mettre où on en a besoin. On l'a vu pour le personnel hospitalier, on a vu que les premiers de corvée étaient complètement annihilés et dirigés par des gens qui sont dans des bureaux, qui leur donnent des ordres et qui ne sont pas au contact de ce qui se passe dans le pays profond. Didier Maistre, vous avez été... on a essayé de vous faire payer votre engagement pour les Gilets jaunes. Vous avez même essayé de payer cash cet engagement. On continuera d'ailleurs à le faire. Je vois des articles ici ou là qui ne sont pas très sympathiques. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement la volonté de vous faire taire un peu? Car vous êtes capable, vous, puisque vous êtes un peu au cœur de cela, vous avez été observateur de cette oligarchie dénoncée par les Gilets jaunes, mais qu'on considère comme fictive, mais dont vous dites-vous qu'il y a une réalité, il y a une alliance entre le monde politique, entre le 440, des médias aux mains de puissants, et que ça crée une oligarchie qui prive les Français de leur liberté. Oui, c'est pas ça que vous payez finalement, c'est d'être l'observateur privilégié de cette oligarchie? Oui, je ne sais pas si je le paye, on essaie de me faire des misères, mais tout cela m'indiffère complètement. Je pense que c'est aussi un avantage de l'âge. J'ai le cuir assez tanné, j'en souris, et puis j'ai perdu tout ego, honnêtement. Ça m'indiffère complètement. J'essaie d'être un témoin de mon époque, un témoin sincère, objectif ça veut rien dire, mais un témoin sincère et vrai. Et donc je vais essayer de donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Et je constate que plus on donne la parole à ces gens, plus on a une espèce d'aura ou de parole qui est entendue dans cette société réelle, plus le petit monde qui vit comme un savon, c'est-à-dire en diminuant, est virulent et envoie ces petites pluies acides. Mais tout cela, c'est la crête des vagues, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous racontez cette expérience des Gilets jaunes et vous l'avez fait par les réseaux sociaux quotidiennement. Vous êtes fâché quand même avec quelques-uns. C'est pas si simple. Non, moi je suis fâché avec personne. J'ai pas d'ennemis déclarés. Je lis ce que les uns et les autres disent. Mais vous savez, quand vous êtes témoin comme ça d'un mouvement populaire et que vous êtes engagé déjà par mon métier, par aussi la firme dans laquelle je travaille, Fiducial, on est au service... Fiducial, c'est la maison mère, voilà, la maison de mère, Radio et de Capital pour les médias. Voilà, des gens qui produisent sans rien demander, des petits patrons. Donc finalement, très vite, on se dit ce que nous sommes. C'est pas important, on est les maillons d'une chaîne et c'est pas du tout démago de dire ça. Au début, quand j'étais plus jeune, ça pouvait m'atteindre. Je lisais des articles, je disais oh là là, mais c'est pas du tout, je me reconnais pas, c'est pas du tout ce que je suis, c'est même l'opposé de ce que je suis. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien et j'essaie juste d'être réaliste dans mon propos et de ne pas occulter la réalité, même si parfois elle me dérange. J'ai tout montré dans ce qui s'est passé au cours de ces 18 derniers mois, les violences, d'où qu'elles venaient, et elles venaient beaucoup. Je suis désolé de le dire, de l'État. Je n'aime pas trop parler de violence policière, je préfère parler de violence d'État.
On l'a tous constaté, des gens éborgnés, des mains arrachées, des grenades lacrymogènes jetées en pluie, des arrestations arbitraires, et avec une espèce de paroxysme et de couronnement, avec la loi Avia. Coucou Chpanier, vous êtes prié de vous taire et d'avoir une pensée conforme à ce que pense le gouvernement qui a fait alliance avec les GAFA. Et donc il faudrait aussi, et j'y travaille, retrouver une souveraineté digitale et numérique et pas simplement télécharger. Un réseau social dédié, français, où les citoyens écriraient leurs propres règles. C'est vers cela que je souhaite aller désormais. Dernière question, et il nous reste 40 secondes, Didier Maisto, mais vous êtes journaliste et vous dirigez une radio dont vous savez combien les temps sont impartis, sont importants à conserver. Les gilets jaunes, bon, on a bien vu, sont devenus, vous l'avez dit, les premiers de cordée cette fois-ci. Hein, les salauds sont devenus finalement des héros. Quel est l'avenir du mouvement des gilets jaunes? Et à partir de cet avenir-là, qu'est-ce que va faire Sud Radio? Est-ce qu'il continue à les suivre ou on passe à autre chose parce que c'est un phénomène qui est caduque ou qui est mort? Sud Radio, d'abord les gilets jaunes, je n'y suis rien. J'étais juste un témoin certes engagé, mais je n'y suis rien et je ne m'arrogerai jamais le droit de dire quoi que ce soit vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Sud Radio favorisera tout débat démocratique, quels que soient les mouvements, et tout le monde a le droit de parler à Sud Radio. Et c'est ça, même si parfois le peuple comprend très bien ça, les médias mainstream et les politiques, un peu moins parfois, ça dépend. Les politiques comprennent puisqu'ils viennent tous, les médias mainstream un peu moins. Mais on favorisera toujours les débats démocratiques en donnant la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire et en leur donnant la faculté de s'exprimer librement sans qu'ils soient toujours sous la pression de l'horloge. Alors bien sûr là, il y a des temps impartis. La vie de Sud Radio, la crise sanitaire pour Sud Radio, c'est une épreuve, Ça a été difficile, mais nous avons très bien anticipé les choses. Tout le monde a été mis en télétravail. Un seul journaliste a été atteint, il est hors d'affaires. Et nous n'avons licencié personne, ni mis aucune personne en chômage technique dans la rédaction. Simplement pour la publicité, pratiquement personne d'ailleurs, de manière provisoire. Donc on tient bon la barre. Et on a eu un énorme succès en termes digital. Médiamétrie ne mesurait plus, n'était plus en capacité de mesurer. Vous me direz, ça ne change pas. Ce qu'ils refusent de le faire normalement. Ce qu'ils refusent de faire normalement, voilà. Mais là, bon, disons qu'ils ont trouvé une excuse toute faite. Et donc, on continuera à tenir les positions qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont celles d'un débat qui doit se réaliser correctement dans une société démocratique. Moi, le débat ne me fait pas peur et je suis contre la criminalisation de la pensée. Ça, c'est le degré zéro de la pensée. Quand on ne sait pas lutter contre des idées, on construit des murs et on empêche les plus intelligents de partir. Et ben nous, on essaie d'ouvrir les portes et de faire l'inverse. Je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, on s'y emploie. Merci Didier Maisto, merci d'être venu ici à TV Liberté, merci d'avoir annoncé l'idée de la mise en place d'un réseau social, si j'ai bien compris, libre et totalement indépendant pour les Français qui viendraient contrebattre les réseaux sociaux qui ne sont pas aux mains de notre pays, aux mains de gens qui adorent la liberté, mais qui sont plutôt en faveur de la restreindre. Et on vous retrouve dans un portrait avec vos idées, avec votre, parcours politique, médiatique et personnel dans Passagers clandestins aux éditions Au Diable Vauvert. Merci beaucoup pour votre accueil qui est toujours chaleureux et justement où on peut parler, s'exprimer sans être obligé de réduire la comédie humaine à un slogan publicitaire. Merci à vous. Merci.